Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, raconter votre action dans ce complot pour la paix? Bah, écoutez, je m'appelle Jean-Yves Olivier, j'ai 69 ans. J'ai eu la possibilité à un moment donné d'interférer, d'agir dans un monde difficile. J'ai accepté cette possibilité et je me suis laissé entraîner dans une aventure dont la résultante est le film que vous connaissez. Donc vous étiez un homme d'affaires, c'est ça? Bien sûr. Je ne suis pas un homme des services secrets, si c'était la deuxième question. Les réalisateurs ont choisi d'introduire le film avec ce que j'appellerais la métaphore du jeu de cartes. Je joue vraiment aux cartes. Mais comment, dans la réalité, vous est venue l'idée de vous impliquer dans le conflit entre guillemets sud-africains, si on peut appeler ça? Écoutez, c'est une situation de circonstance. À un moment donné, j'étais, par le fait de mes affaires, j'ai assisté à une désagrégation d'un monde, avec la crainte d'un bain de sang. Et j'ai pensé que j'avais peut-être quelques moyens, dans tous les cas, d'essayer d'annihiler ou de réduire ces risques. Donc, naturellement, je me suis engagé. Voilà. À l'époque, saviez-vous que Nelson Mandela était ou serait un personnage clé du retour de la paix en Afrique du Sud? Oui, parce que je suis en contact avec sa femme. Je connais Nelson Mandela, enfin, j'ai un descriptif de Nelson Mandela à travers sa femme, Winnie Mandela, qui était la résistance incarnée à l'intérieur. L'ANC avait, ou le mouvement de libération nationale, l'African National Congress, avait deux bases. Elle avait une base extérieure, elle entretenait des troupes à l'extérieur, mais il y avait aussi une lutte intérieure, un petit peu comme pendant la résistance française, où vous aviez nos troupes en Algérie, en Tunisie, et puis vous aviez la résistance intérieure. La résistance intérieure était incarnée par Winnie Mandela. 27 ans d'horribles traitements. Mais c'était la seule qui voyait son mari. C'était la seule qui bénéficiait d'un droit de visite. Donc elle me parlait de Nelson, bien sûr. Elle me décrivait quel était l'homme, qu'est-ce qu'il pensait, où il voulait aller, quels étaient ses espoirs. Nelson Mandela, c'est pas moi qui lui ai proposé d'être libéré. On lui avait proposé bien avant. Il avait toujours refusé d'être libéré, parce que sa libération était toujours conditionnelle. D'ailleurs, dans le film, on voit le président de Klerk annoncer la libération de Mandela, et le mot que personne n'a remarqué, c'est que c'était une libération inconditionnelle. Jusqu'à ce moment-là, la libération de Mandela était à sa portée, mais il n'a jamais accepté de compromis, parce qu'il ne voulait pas que sa libération soit conditionnelle. Et l'histoire n'a pas encore perçu cette différence dans le vocable. J'annonce la libération inconditionnelle du président Mandela. Le mot inconditionnel est très important. Donc oui, je savais qui il était, je pouvais pas dialoguer avec lui, le mot est beaucoup trop fort, mais en tous les cas, je pouvais avoir un aperçu de comment il envisageait l'avenir de son pays. Et vos contacts avec Winnie Mandela de l'époque n'étaient pas liés à votre business d'homme d'affaires? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre en Afrique du Sud, le pouvoir étant le pouvoir blanc, c'est le pouvoir de l'apartheid, et que je commence à intervenir dans les affaires qui concernent l'Afrique du Sud, très vite, je voulais avoir pas une caution, mais en tous les cas un accès à l'ANC. Et qui était le meilleur accès si ce n'était Winnie Mandela, qui, par le biais d'amis, a accepté de me recevoir, et puis nous sommes devenus des frères et des sœurs. C'est ma sœur, et je crois que je suis son frère. Nous nous aimons beaucoup. Œuvrer pour la paix dans la poudrière qui était l'Afrique australe devait être, en tout cas, me semble-t-il, être assez dangereux. Étiez-vous protégé? Aviez-vous une protection rapprochée, quelque chose? Non, absolument pas.
C'était dangereux, oui. Ouais. Mais vous savez, c'est comme toujours le danger, c'est le danger rétroactif. C'est le danger dont on se rend compte après. À l'instant, on ne se rend pas compte du danger. Je ne me rendais pas compte du danger. C'est seulement après que je me dis, oh mais mon Dieu, c'était très dangereux ce que j'ai fait. Bon, alors, agissiez-vous complètement en solo ou receviez-vous des directives de Paris? Je crois que vous m'avez Ah répondu, oui, là. ça, je peux vous répondre non, NON. Et par contre, à la première question, agissiez-vous en solo? Je réponds oui, bien sûr. Dans cette Afrique australe où l'Afrique du Sud était une enclave capitaliste, quelque part entourée de pays marxistes, quels ont été vos arguments pour convaincre les différents chefs d'État de se mettre autour d'une table pour discuter de la paix? Je crois que le mot paix, déjà, en soi, est porteur d'une résonance qui fait qu'on ne peut pas rejeter la notion de paix. Donc, vous avez déjà un acquis. Vous venez pas voir les chefs d'État pour leur parler de la guerre, vous allez les voir pour leur parler de la paix. Donc, et surtout si vous leur dites, on peut faire la paix. C'était ça la nouveauté. C'est-à-dire que dans une situation de guerre, arrive quelqu'un qui leur dit, écoutez, moi j'ai une petite idée pour faire la paix. Donc ils vous écoutent. Parce que la paix reste quand même l'objectif. Ce n'est pas... personne ne se ravite, comment dirais-je, ne se gave de la guerre. Donc parler de la paix, pouvoir parler de la paix et pouvoir la parler d'une façon un petit peu nouvelle, avec des idées nouvelles, et la capacité de démontrer que ce que l'on dit peut être exécuté, ben oui, le chef d'État s'intéresse. Et ça a été ma chance. Pendant toute cette année, vous êtes resté un homme de l'ombre, Monsieur Jacques. Ces années. Oui, toutes ces années. Et comment avez-vous été contacté pour ce film? Et qu'est-ce qui vous a décidé de sortir de l'ombre pour vous mettre en pleine lumière? Écoutez, bon, d'abord, ils m'ont trouvé. Ils ont fait, l'ONG African Oral History a fait un jeu de pistes qui les a amenés jusqu'à moi. Ils ont entrepris à ce moment-là un travail pour me convaincre qu'il fallait que je fasse ce film. Ils y sont arrivés, la preuve. Mais également, j'étais sous pression amicale de mes amis avec qui j'ai comploté et qui regrettaient que l'histoire ne soit pas racontée, que personne n'aurait... Parce que tous étaient détenteurs d'un petit bout de cette histoire. Moi, j'étais le seul qui détenait l'ensemble de l'histoire. Et tous me poussaient pour que leur petit bout d'histoire soit raconté dans le cadre d'une histoire plus importante. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dit oui. Si vous en avez une, quelle était votre implication sur ce film? Étiez-vous partie prenante de sa construction ou... Absolument pas. J'ai simplement, comment dirais-je, pas posé des conditions, mais souhaité que un analyste historique de grande renommée vienne accompagner le script, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, la narration, de manière à ce que, d'une part, il redresse le problème des dates, le problème des événements, et d'autre part, apporte aussi sa caution que c'est une vraie histoire. Et j'ai demandé que ce soit Stephen Smith, qui était un de vos confrères renommés, qui a accepté. À l'exception de Stephen Smith, je ne suis pas intervenu. Le reste, on m'a mis devant des caméras, quand vous me mettez aujourd'hui, et puis on m'a fait parler, voilà. Ok. Dans toute cette histoire, toutes ces années, quel fut votre plus gros défi, votre plus grande réussite, la section dont vous êtes le plus fier? S'il y en a une. C'est le mot fierté qui me dérange. Oui, je m'en doutais un peu. Je vous assure, en écrivant les questions, je me disais que c'était pas un bon mot. Oui, parce que je ne crois pas que je suis fier. Je n'éprouve aucune fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Si vous avez plus de satisfaction. La seule fierté que je peux avoir, c'est que d'autres ont reconnu mon action dans cette histoire.
je suis fier d'avoir été décoré par M. Mandela. Ça, oui, je suis fier, voilà. Est-ce que je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, ce qui m'a valu la reconnaissance de M. Mandela? Non, je ne crois pas. Mon fierté n'est pas bien placée dans ce cas-là. J'imagine qu'il y a des moments où vous avez dû quand même avoir peur. Non? Bien sûr, la peur. La peur, mais comme je vous ai dit, la peur, c'est rétroactif. C'est vrai que quand on apprend qu'on a moi, je suis un civil, j'ai même pas fait mon service militaire. Et quand vous êtes dans un avion et qu'on vous dit qu'on vous envoie 2 minutes pour vous abattre, qui n'aurait pas peur? Je veux dire, le cœur bat, on regarde la montre, on va demander si on a assez de fuel, qu'est-ce qui va se passer? Les pilotes vous expliquent comment les missiles d'un avion sont relayés par le bas, l'avion vient en haut, et c'est au moment du croisement que vous êtes là. Bien sûr qu'on a peur, bien sûr qu'on a peur. Mais la grosse peur, la peur panique, la peur qui va vous vraiment vous modifier votre intérieur, votre intestin, va vous nouer votre intestin ou dans votre estomac. C'est la peur que vous avez après, de ce que vous avez risqué. Alors oui, j'ai eu des occasions où après j'ai dit mais qu'est-ce que tu as été faire ça, pourquoi tu n'as pas comment tu as pu le faire? Bon, très bien. Mais c'est trop tard, le moment est passé. Bon, la guerre froide était l'une des composantes fortes, pour ne pas dire principales, du chaos qui régnait à l'époque. Enfin, c'était un truc important. Guerre froide qui est également indissociable des conflits en Afghanistan, par exemple, et de la montée d'un certain terrorisme islamique moderne. Pensez-vous que nous allons en subir encore longtemps les contre-coups de cette fameuse guerre froide? La guerre froide avait, en ce qui concerne l'Afrique en tous les cas, avait une... C'est scandaleux que pour défendre une idéologie, et je parle d'une idéologie soit droite, l'Amérique, représentée par l'Amérique, ou marxiste-léniniste, représenté par la Russie, qu'on se serve de pays totalement innocents pour se combattre sur des terrains qui ne sont pas les vôtres. On a transformé la guerre, ce qu'on a appelé la guerre froide, dans l'imaginaire ou l'imagerie collective, la guerre froide, c'était une guerre des mots, où on se menaçait, on disait je te mets une bombe si tu m'attaques, mais elle n'avait pas lieu, cette guerre, hein, même si on construisait des abris atomiques. En Afrique, cette guerre-là, elle était une vraie guerre. Il y avait des tanks, il y avait des missiles, il y avait des avions, il y avait des batailles rangées. Et tout ça pour satisfaire une idéologie qui était de gauche ou de droite. C'était scandaleux. Pour moi, c'était horrible. Donc, Dieu merci, cette guerre froide-là, elle s'est terminée. Cette guerre, tout court, s'est terminée. Mais ce qui est intéressant et qu'il faut quand même remarquer, c'est que les accords de Brazzaville, qui est mon point d'orgue, d'achèvement, qui voient l'indépendance de la Namibie, le départ des troupes cubaines, la reconnaissance de l'ANC, et par voie de conséquence, la libération de Mandela et la fin de l'apartheid. Ces accords de Brazzaville ont lieu le 13 décembre 1988. Le mur de Berlin va tomber seulement 1 an après. Seulement 1 an après. Or, à Brazzaville, aucun historien ne l'a noté. Les Russes et les Américains font la paix. Ils font la paix en Afrique, mais ils font la paix. Ils acceptent de s'asseoir à la même table. Officiellement, les Russes étaient seulement des observateurs, mais ils étaient à Brazzaville. Les Américains, eux, ils étaient à la table de négociation, puisqu'ils étaient représentés par Chester Crocker. Mais quand on pense à tout ça, et cette contribution de l'Afrique justement à cette fin de la guerre froide, qui ne lui est pas reconnue, que tout le monde a ignoré, ben, je trouve ça un peu dommage. Effectivement. Bon, un petit mot d'humour pour finir. N'êtes-vous pas tenté d'aller maintenant faire des affaires là-bas? Alors là, je pensais à l'Afghanistan, ou dans une optique plus locale, vous occuper de la Bretagne et de ses bonnets rouges. Écoutez, la Bretagne, je vois pas très bien ce que j'y ferais. Non plus. Bon,
Mais il y a d'autres conflits, il y a d'autres otages, il y a d'autres choses sur lesquelles on vient me voir, on me demande d'agir, et je ne dis pas toujours non. Ok.